Bonjour à tous. La session parlementaire en cours a connu un moment important. Le 21 novembre 2018, le Premier ministre chef du gouvernement Philippe Mourian a donc présenté à l'Assemblée nationale le programme économique, financier, social et culturel pour l'année 2019. Un programme qui tourne autour de 10 axes prioritaires. Il y a notamment la maîtrise des contraintes sécuritaires à l'intérieur comme aux frontières, la consolidation de la paix, de l'unité nationale et du vivre ensemble, l'optimisation des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le parachèvement de la mise en œuvre du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance, ainsi que l'exécution du plan triennal spécial jeunes, la préparation des prochaines échéances électorales législatives et municipales, l'accélération du processus de décentralisation à travers notamment la mise sur pied des régions et le transfert accru des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées et, entre autres, la finalisation des chantiers des grands projets infrastructurels et énergétiques en cours. Il faut dire que ce budget qui est soumis à l'examen des parlementaires, c'est donc s'inscrit dans une dynamique relative au redressement économique de la balance déficitaire du Cameroun, pays qui est sous contrat avec le Fonds monétaire international depuis juin 2017. En première dorsale de cette émission, nous tenterons donc de comprendre les orientations de ce projet de loi des finances 2019. Et en deuxième dorsale, nous reviendrons sur les priorités liées à l'exécution du dit budget, entre la pression fiscale qui s'annonce importante, mais également le surendettement qui semble inquiéter. Le Cameroun a-t-il choisi le juste milieu à travers ce budget qui est présenté aux élus du peuple? Et si le temps nous le permet, en dernière dorsale, nous reviendrons notamment sur ces envolées lyriques qui inquiètent sur les réseaux sociaux. Là, on parle notamment d'une montée et d'un regain du repli identitaire. D'aucuns, dans un doux euphémisme, parlent d'ailleurs d'une montée tribaliste. Comment éviter cette fameuse dérive? Que faut-il concrètement faire pour éviter que cette situation s'empire? On en parle également ce dimanche dans le cadre de cette livraison de votre émission Politiquement Incorrect. Les codes d'accès pour pouvoir participer à cette émission vont s'afficher dans les minutes qui vont suivre. Politiquement Incorrect, c'est votre amphithéâtre dominical sur les antennes de la télévision du Monde. A tout de suite. Je vais rapidement présenter ceux qui ont bien accepté d'être avec nous ce dimanche. Je vais commencer par le représentant du Social Democratic Front, Alain Ntongo. Merci d'être venu ce dimanche. Merci, je vous en prie. Et je dis aussi merci à tous ceux qui sont sur le plateau. Et je dis aussi merci au milieu de téléspectateurs qui vont suivre nos débats. Juste à proximité de vous, on a le docteur Salmon Ebele, économiste. Merci d'être venu ce dimanche. C'est moi qui dis merci et je suis tout honoré. Et puis on a également Jean-Baptiste Ketchantem qui représente le MANIDEM, le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Merci d'être venu ce dimanche. Bonjour et merci de nous avoir invités. Docteur Roger Nditua, il est universitaire, opérateur économique et secrétaire général de la session RDPC Vori 2, cadre de cette formation politique. Donc, merci d'être venu ce dimanche. Merci Yves et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Et mille fois pardon d'ailleurs à ces téléspectateurs pour ces quelques minutes observées à l'entame de ce programme pour ce retard accusé dans le démarrage de cette émission ce dimanche. Et on va donc rapidement aller au pas de course avec la première thématique. Et je voudrais peut-être questionner déjà le docteur Salmon Ebele. Avez-vous le sentiment que ce programme qui a été présenté à l'Assemblée nationale par le Premier ministre chef du gouvernement est un programme suffisamment ambitieux? Est-ce que ce budget reflète la réalité? Ce budget reflète la réalité du gouvernement. Il reflète la réalité de la situation économique actuelle et il reflète la volonté, plus ou moins, d'une certaine façon, de faire face, j'ai envie de dire, à la gabegie du passé. C'est-à-dire que nous sommes surendettés. Nous avons un ensemble de projets qui sont en cours pour lesquels il n'y a pas de retour sur investissement. Nos projets coûtent trop cher. Nos projets coûtent trop cher, qui plus est,
un ensemble d'éléments sont désormais mis en place pour que du jour au lendemain, le contribuable paye ce que hier nous avons fait. Nous avons plus ou moins, que le contribuable paie nos égarements, parce que malheureusement la bonne question c'est pourquoi, c'est la bonne question par rapport à ce budget, pourquoi est-on en train de mettre une super pression sur le consommateur, sur le contribuable que nous sommes, et pourquoi ne faisons-nous pas également pression sur nos gouvernants afin qu'eux-mêmes diminuent leur train de vie? Quelque part, il y a lieu de se poser des questions par rapport à ce budget. Alors, vous qui êtes du Social Democratic Front, je rappelle que ce projet de budget 2019 s'élève à 4 850 milliards 500 000 francs en CFA. C'est un budget qui a connu une hausse de 161 milliards de francs CFA. Ce projet de budget vous semble réaliste? Bon, moi, ce projet de budget me pose un problème parce que le docteur venait de le dire, ce budget va marquer le consommateur le consommateur final. Parce qu'avec les droits d'assises sur la friperie, les droits d'assises sur la bière, le consommateur final, c'est le consommateur final qui va trinquer. Donc, alors que le réalisme voudrait, on sort d'une élection et on se rend compte que la gabegie au sommet de l'État est en train de continuer. Il y a des dépenses somptuaires qui sont en train d'être faites, des véhicules qui sont en train d'être alloués aux administrateurs. Il y a au niveau du Sénat, du Conseil constitutionnel, il y a un logement qu'on est en train d'attribuer au président du Conseil constitutionnel. Tout ça fait en sorte qu'il y a des dépenses. La qualité de la dépense pose un problème au Cameroun. Donc à partir de ce moment, ils mettent une surpression sur le petit Camerounais qui va boire la tasse jusqu'au bout. Donc ce budget, pour moi, n'est pas du tout réaliste. Jean-Baptiste Ketchantem, vous également, vous avez le sentiment que ce projet de budget qui est soumis à l'examen des parlementaires en ce moment à Yaoundé est un budget qui pose quelques problèmes. On a quand même, dans la présentation de ce programme économique et financier, social et culturel par le Premier ministre, noté les priorités, dit-on, de ce budget. Il faut accélérer le fameux processus de décentralisation. Les conseils de région sont en ligne de mire. L'année 2019 est visiblement une année électorale avec les municipales et les législatives. On parle également de l'accélération du plan triennal spécial jeune et le plan d'accélération de la croissance. Et puis, il y a le parachèvement des chantiers liés à la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun accueille en juin 2019. Est-ce que ce n'est pas ces énumérations que je viens d'évoquer ne sont pas suffisantes pour justifier une hausse du budget? Vous savez, un budget au service d'une vision économique, d'une politique économique. Et il n'y a rien de véritablement nouveau dans le budget actuel pour qu'on puisse dire le critiquer de manière spéciale. C'est en général une reconduction d'année en année, une augmentation quasi mécanique, arithmétique de budget que nous vivons depuis que l'économie camerounaise a recommencé à suivre les voies de la croissance. Donc, en gros, il n'y a rien de spécial dans ce budget. Demander s'il est réaliste, c'est demander au gouvernement s'il pense qu'il peut le réaliser. On sait tous comment est-ce que le budget se comporte d'année en année. On vote un budget, après on se dit, bon, on n'a pas suffisamment dépensé ce qu'on avait prévu de dépenser. En général, ils collectent bien ce qu'ils ont prévu de collecter et puis ils affectent aux dépenses qu'ils estiment nécessaires. Dans la politique gouvernementale, on peut estimer que c'est un budget réaliste, mais quand on connaît les besoins du Cameroun, quand on connaît la réalité socio-économique camerounaise, en revanche, ce budget est largement critiquable. Il n'est pas acceptable parce que ce n'est pas un budget qui est tourné vers les priorités de la société camerounaise, même si on annonce là-dedans la multiplication par 4, sauf si je me trompe, du budget affecté aux collectivités territoriales décentralisées. Il faut totalement changer les orientations économiques et par conséquent budgétaires du Cameroun pour qu'on puisse commencer à discuter sérieusement du fond du budget plutôt que de critiquer d'année en année les quelques changements cosmétiques, circonstanciels qu'on peut avoir lorsqu'on vote le budget. Docteur Roger Nditua, en rappelant à la réalisation de bien écrire les noms des invités, je crois que l'affiche est suffisamment
bien écrite pour éviter d'écorcher en direct le nom des invités qui ont bien accepté d'être avec nous ce dimanche. Roger Ditua, docteur, je voudrais finalement vous questionner sur la question de ce budget. Elle est en hausse finalement de 161 milliards de francs CFA. Vu la situation que le Cameroun traverse, est-ce qu'il n'aurait pas valu réduire notamment, par exemple, la dépense publique pour dégager l'épargne intérieure susceptible de financer les fameux projets qui sont annoncés dans le programme énuméré par le Premier ministre? Non, mais je vais vous parler de l'augmentation de ce budget. Je pense que vous avez énuméré un certain nombre de projets qui doivent être implémentés hyper rapidement, notamment la mise en place et l'accélération de la décentralisation. Vous savez, il faut qu'on sache, il faut que tous les Camerounais sachent que la mise en place des institutions, cette mise en place a un coût. Nous avons mis en place le Conseil constitutionnel, ça aussi ça a un coût. Et c'est notre institution qui est parachevée. Actuellement, toutes les instances du Cameroun peuvent fonctionner tranquillement maintenant. Maintenant, on passe à la décentralisation. Et cette décentralisation, effectivement, a un coût. Et je pense, pour ma part, que cette augmentation du budget, si ce budget, effectivement, est bien utilisé, je pense pour moi, ça ne pose pas de problème majeur. Ça ne poserait pas de problème majeur. Bien, on va donc rester dans le cadre de ce fameux budget pour rapidement indiquer que le budget qui est donc soumis aux parlementaires doit également, dans un certain registre, respecter un certain nombre d'engagements que le Cameroun a pris avec le Fonds monétaire international. Est-ce que c'est un projet de budget qui finalement a été quelque part piloté par le Fonds monétaire international avec lequel le Cameroun est en contrat de redressement économique depuis juin 2017? Assurément. Ce budget a été absolument dirigé et contrôlé par le Fonds monétaire international, d'autant plus que quelque part, en réalité, il est sous contrainte des dispositions et des engagements que nous avons pris avec le Fonds monétaire international. Donc, on ne le veut pas, il y a une certaine orthodoxie qu'il va falloir plus ou moins respecter en étant assez regardant sur un certain nombre d'écarts. Le gros problème, le voici, c'est qu'en fait, nous sommes en train malheureusement de consacrer quelque chose qui, à mon avis, semble effarant pour demain les jeunes qui sont des gens qui sont plus jeunes que vous, que nous. En réalité, ce budget est en train finalement de consacrer quelque chose qui est assez bizarre, la dette, qui plus est la dette extérieure, mais également, et dans sa grande tristesse, la dette intérieure. Au moment où nous vous parlons, pas plus tard que la semaine dernière, l'État a encore demandé un prêt concessionnaire auprès des Camerounais et a prélevé l'équivalent de 200 milliards de francs CFA pour des projets pour lesquels, malheureusement, les coûts sont souvent surdimensionnés. Alors, il y a lieu de se poser des questions dans la mesure où, que nous veuillons ou pas, nous sommes depuis quelque temps. En réalité, quand on regarde bien ce budget, la pression fiscale vient tout simplement de la pression de la dette. C'est parce que le service à la dette a énormément augmenté que la pression fiscale est plus forte. Mais le service à la dette a énormément augmenté parce que nous-mêmes avons pris de l'argent qui, malheureusement, n'a pas été utilisé à bon escient. C'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas eu véritablement retour sur investissement. Et cela, à mon avis, c'est assez désolant. C'est d'autant plus que désolant qu'on dit souvent que lorsqu'il y a un budget, que vous vouliez ou pas, il faut au mieux collecter. Ensuite, il faut au mieux dépenser. Pourquoi a-t-on oublié la deuxième partie de ma phrase? Pourquoi ne doit-on pas au mieux dépenser? Moi, je ne suis pas contre le fait d'existence des institutions. Mais je suis contre le fait du coût de gestion de ces institutions. Rien n'empêche à nos députés de voir dans quel chacun de nos députés reçoit 40 millions de francs. Ce n'est pas nécessaire. Il reçoit une voiture de service avec tout ce que cela comporte. Pourquoi faut-il aller construire une maison à 200 quelque chose de millions de francs alors que, s'il vous plaît, les villas sont souvent vendues à hauteur de l'ordre de 25 millions de francs un duplex? Ça veut dire qu'on peut rester modeste, garder nos institutions. D'ailleurs, augmenter le nombre de nos institutions actuelles parce que peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes. La Cour constitutionnelle, c'était une nécessité. On a vu plus ou moins l'importance d'une Cour constitutionnelle. Mais ce n'est pas une raison pour que les montants flambent et que derrière, nous n'arrivions plus à gérer. Un petit exemple.
simple. Regardez, si nous regardons en réalité la dépense, l'État met en place toute une fiscalité pour un certain nombre d'éléments régaliens. C'est l'infrastructure, c'est l'armée, c'est les enseignants, c'est plus ou moins la santé, et ainsi de suite. Voilà les éléments régaliens plus ou moins de l'État. Maintenant, la question est simple. Est-ce que finalement, c'est à juste titre que cela est fait? Parce qu'il y a lieu, à mon humble avis, de se poser plusieurs questions. Comment se fait-il que, et regardez quelque chose d'assez simple, nous allons bientôt probablement frapper la bière. Je veux bien, mais la question c'est, nous allons probablement aussi frapper plus ou moins la friperie, ainsi de suite. Et que tu veuilles ou pas, le consommateur final sera plus ou moins frappé. Regardez un phénomène simple. Qui paye, qui en général est riche au Cameroun? Mais c'est ceux qui ont le foncier. Tout le monde le sait très bien. C'est ceux qui disposent du foncier et qui en disposent même parfois en trop, qui sont riches. Pourquoi ne payent-ils pas? Parce qu'au fond, quand vous regardez bien l'impôt foncier au Cameroun et tout ce que cela comporte, qu'est-ce qui est si difficile aujourd'hui pour simplement n'importe quel inspecteur des impôts de regarder Google Earth et de dire, toi voici une maison, s'il vous plaît, il me faut en tant qu'économiste l'équivalent de l'ordre de souvent une journée de travail pour que je vous donne dans un quartier le montant qu'on est supposé prélever par rapport à la taxe foncière. Sur la base simplement de Google Earth, ce n'est pas difficile. Mais la question c'est quoi? C'est que finalement, la pression fiscale se fait sur quelques-uns. Autre chose, j'aimerais également jeter un pavé sur la mare. C'est qu'en fait, quelque part, on peut peut-être tirer à boulet rouge sur notre État, mais par un moment, il y a lieu aussi de se poser quelques questions. Il y a des gens qui ne payent pas leurs impôts. En fait, l'impôt indirect au Cameroun est très bien prélevé. C'est la TVA. Mais l'impôt direct n'est pas prélevé. Nous, Camerounais, on est plus ou moins acteurs, et qui plus est, les plus grands acteurs. Ce sont les quelques personnes, au total au Cameroun, il y a moins d'une vingtaine d'entreprises qui finissent par payer la totalité de l'impôt du Cameroun. Ce sont les marketeurs du pétrole, c'est la téléphonie mobile, c'est les brasseries du Cameroun, ainsi de suite. Une entreprise telle que les brasseries pour laquelle nous sommes plus ou moins interpellés là, paye l'équivalent de l'ordre de 300 à 300 milliards de francs. Ça veut dire qu'ils sont le deuxième contributeur de l'impôt direct après la Sonara et la SNH. Le troisième. Ils sont le troisième. La question là voici, c'est qu'en fait, où vont leurs bénéfices? J'aimerais vous rappeler que les téléspectateurs le sentent très bien. Les brasseries du Cameroun sont à la bourse de Paris. Ils sont à la bourse de Paris. Ça veut dire que quoi? Les bénéfices du Cameroun sont distribués hors Cameroun. Conclusion, quand les bénéfices sont distribués... C'est aussi ça le principe de libre marché. On va pas entrer, c'est le principe de libre marché. Seulement, je vais vous relancer sur cette question simplement pour indiquer qu'on est dans une économie de libre marché. Le principe fondamental de l'économie de libre marché, c'est que vous pouvez simplement rapatrier les bénéfices. Donc ce n'est pas, c'est vraiment pas l'objet du débat. Le service de la dette, Alain Tanguay, il faudrait qu'on en parle dans cette enveloppe budgétaire global qui est soumis aux parlementaires. Le service de la dette reste pourtant constant. On parle de 1057 milliards de francs CFA qu'il va falloir donc éponger au cours de l'année 2018. Est-ce qu'on pourrait comprendre cette augmentation par justement ce service de la dette? Je rappelle qu'il y a eu les fameux eurobonds qui ont été largement critiqués, l'argent qui a été prêté à des taux d'intérêt pharaoniques pour certains. Est-ce que finalement ce service de la dette là peut aussi justifier cette augmentation du budget? Ça justifie grandement cette augmentation du budget à partir du moment où nous sommes sous ajustement. Nous avons décidé de nous rendre au FMI et à partir de ce moment, c'est le FMI qui a la même mise sur les grandes orientations économiques de notre pays. Donc, il y a la dette, le service de la dette est constant, il va falloir l'éponger. Moi, mon problème est au niveau de la qualité de la dépense, comme je disais. Nous dépensons tellement mal que finalement, nous empruntons et il n'y a pas de retour sur investissement. Mais comment comprendre cela? Parce qu'on a quand même élaboré ce budget avec les yeux du Fonds monétaire international. Vous avez le sentiment que dans ce budget-là, il y a une volonté de ne pas réduire la dépense publique?
Non, la volonté n'est pas au niveau de réduire la dépense publique. La volonté est de faire payer aux plus faibles. Moi c'est mon problème. C'est-à-dire que la fiscalité, c'est un instrument aussi de justice sociale. La fiscalité n'est pas que faite pour faire trinquer les plus faibles. Et dans le cas d'espèces, il y a un certain nombre d'impôts qui vont être payés par les plus faibles, et généralement c'est le consommateur final, parce que les droits d'assises vont être un peu prélevés comme la TVA, et c'est le petit consommateur qui finira par payer. Vous permettez que j'apporte une précision. Oui, précision. Le problème de notre dette n'est pas la dette extérieure, c'est la dette intérieure. Et nous venons d'en prendre la semaine dernière 200 milliards de francs. C'est ça le problème de notre dette. La dette intérieure peut finir par nous rattraper. Le gros problème, le voici, c'est qu'en fait, depuis quelque temps, il y a un problème, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La dette intérieure est un prêt non concessionnaire. Ça nous coûte 5,65%. Ça nous coûte excessivement cher. Le gros problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, finalement, on a un sentiment. Quand on est un petit consommateur au Cameroun, on regarde à peu près les gros consommateurs et on se dit, c'est simple. On va aller leur emprunter de l'argent. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'argent, ils mettent dans 2 ou 3 banques principales. Ils y mettent de l'argent, ce sont entre guillemets les riches. Quand ils y mettent de l'argent, l'État se lève encore et va leur emprunter de l'argent et va presser le petit contribuable pour qu'il puisse rembourser aux plus riches l'argent. Et là, il y a un problème. Qui plus est, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à ce jour, je vous en conjure? Il n'y a pas de bilan de l'ensemble des prêts, des emprunts obligataires. Nous ne faisons que payer et cela ne fait que courir. Et il y a un phénomène cumulatif. Et c'est gênant. Je vous dis, le gros problème de notre État, c'est la dette intérieure. Et à ce niveau-là, il y a lieu, plus ou moins, de sonner l'alarme. Parce que cette dette intérieure, elle est propre. Elle se manifeste à travers, plus ou moins, les emprunts obligataires, mais également, depuis quelque temps, à travers les entreprises. Ce qu'on oublie parfois, c'est que l'État est le premier investisseur de ce Cameroun, de ce pays. L'État est la seule entité qui investit autour de 3 000 milliards par an au Cameroun. Les meilleures entreprises disposent de budgets d'investissement de l'ordre de 50 milliards maximum. C'est le premier acteur économique de ce pays et par rapport à cela, il y a lieu de se poser des questions. Jean-Baptiste, au regard des priorités, on en parle encore. Il y a quand même plusieurs priorités pour cette année 2019 qui est annoncée. La CAN, c'est un vaste chantier qu'il faut absolument achever. La relance de l'économie également est une des priorités pour le Cameroun qui souhaite atteindre une croissance de l'ordre de 4% l'année prochaine. Les projets énergétiques de seconde génération, on a vu notamment le bouclage de financement pour ce qui est par exemple du projet hydroélectrique de Nachigal qui devrait produire 420 MW attendus. Il y a des priorités et des orientations qui aujourd'hui pourraient peut-être soutenir l'hypothèse de cette augmentation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les augmentations dans le budget du Cameroun, c'est quasi automatique. Puisque ces projets-là chevauchent les années, ils sont étalés parfois sur 5-10 ans. Et des investissements comme ceux de la CAN ou du barrage national sont exactement dans ce type de schéma-là. C'est des investissements sur la durée qu'on ne réalise pas dans un seul budget. Le budget annuel, c'est pas possible qu'on réalise tous les travaux d'un tel barrage qui vient de la CAN sur une seule année. Donc, au lieu de focaliser sur l'augmentation, nous aurions préféré parler des fondements du budget dont M. Bellet parlait tout à l'heure, des fondements même de l'utilisation de l'argent que le gouvernement prélève chaque année sur les entreprises, sur les citoyens, sur l'activité économique. Comment est-ce qu'on prélève, pourquoi est-ce qu'on prélève, où est-ce qu'on l'affecte et comment est-ce qu'on compte rembourser, etc., etc. Ça nous semble plus intéressant que l'augmentation de 100 milliards quand on regarde l'économie camerounaise globalement. 100 milliards, c'est rien. C'est pas rien. C'est pas rien, mais ce n'est pas, je vais même pas dire que c'est pas significatif, mais ce n'est pas alarmant, ce n'est pas... c'est pas une contrainte majeure. Oui, c'est pas une contrainte majeure, comme dit monsieur. C'est plus vers l'utilisation du budget, les affectations, le bon usage de cet argent. Vous avez le sentiment, vous, que les lignes budgétaires ne sont pas suffisamment claires ou alors la qualité de la Ce n'est pas dépense... suffisant. Non seulement, même quand les lignes budgétaires sont claires,
l'application de ce qu'on a décidé à l'Assemblée en décembre pose toujours de graves problèmes. Vous voyez, chaque année, on fait je prends un exemple, les réunions régionales sur le budget d'investissement public. C'est toujours à la limite de la catastrophe. On a même de l'argent qu'on n'arrive pas à dépenser. Et quand on le dépense mal. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déperditions, pour parler de corruption. Il y a des malfaçons dans les investissements publics qui préjudicient à terme sur la qualité de la dépense et la qualité du budget. Si on prend seulement cet aspect-là sur l'investissement public, on voit bien que notre budget pose problème. Donc, on n'est pas en train de dire que l'augmentation ou bien la pression fiscale n'est pas un sujet d'inquiétude. Mais, en réalité, ce sont les conséquences des choix politiques et économiques fondamentaux. Et c'est vers ces choix-là que nous devions nous retourner pour éviter d'avoir les conséquences que l'on décrit, que M. Bellet et M. Tongo, je crois, oui, ont décrit tout à l'heure. Si le gouvernement du Cameroun consent à réorienter sa politique vers les besoins internes, M. a parlé tout à l'heure de dette intérieure, vers les priorités que les Camerounais ont, alors toutes les augmentations même ne nous sembleront plus quelque chose. Est-ce que les priorités qui ont été définies dans le programme économique ne vous paraissent pas suffisamment claires? C'est clair. Sécuriser le pays. C'est clair. C'est clair. On ne conteste pas la clarté des priorités du gouvernement. On conteste la justesse de ses positions. On conteste l'opportunité de ses choix. On ne dit pas qu'ils disent clairement nous allons faire achever les chantiers de la canne, nous allons affecter de l'argent pour les besoins de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, etc., etc. Nous allons accélérer les chantiers des infrastructures économiques pour ce qui est de l'énergie. Tout le monde voit de quoi il s'agit. Mais la question est de savoir comment est-ce que l'on peut penser aujourd'hui que dans la situation du Cameroun, il vaut mieux augmenter les budgets sécuritaires que d'appuyer sur le bouton détente, par exemple. Parce que si on met 100 milliards de francs pour faire revenir la paix dans le nord et le sud-ouest, alors qu'une discussion qui coûterait 1 milliard de francs dans l'organisation des échanges et des débats réussirait à faire amener ce pays, vous voyez le déséquilibre. Donc, pourquoi dépenser beaucoup d'argent à équiper l'armée, à faire fonctionner la machine de sécurité, là où une simple discussion peut ramener les gens sur le droit chemin. Des décisions historiques qu'on a interpellé le gouvernement à prendre peuvent aider à résoudre le problème avec bien moins de dépenses. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que l'on irait augmenter les taxes, les impôts sur les importations de faits de pays qui habillent peut-être 90% des Camerounais aujourd'hui, alors que le soutien à l'industrie locale pourrait nous permettre d'éviter les importations de ce type, etc., etc. Pourquoi ne pas favoriser l'émergence d'une industrie? On a parlé la semaine dernière des fabricants de jus de fruits naturels. Pourquoi ne pas favoriser l'émergence d'une industrie locale de jus de fruits plutôt que d'aller taxer les importations de boissons gazeuses qu'on appelle abusivement jus? Donc c'est dans ces options fondamentales-là que nous voudrions que la discussion soit. Parce que les questions de fiscalité, etc., c'est très technique, etc. Mais ce n'est pas la préoccupation des Camerounais. Les Camerounais peuvent payer plus d'impôts s'ils gagnent mieux leur vie. Et ils ont vraiment le sentiment que l'impôt qu'ils payent contribue à améliorer leur propre sort et le sort des générations à venir. Docteur Roger Nditua, le Premier ministre indiquait dans ses propos que c'est finalement un budget qui est en phase avec les orientations de la circulaire du président de la République. Avez-vous le sentiment qu'à travers ce budget, on souhaite réduire le train de vie de l'État? Réduire, le Premier ministre l'a dit, et je pense que tous les panélistes ici, nous sommes tous d'accord là-dessus. Ce n'est pas une la palissade que de dire que nous avons encore un problème de gouvernance dans notre pays. Ça, je pense qu'il y a une unanimité sur cela. Et lorsque c'est dit ainsi, on fait un budget qui est un budget ambitieux, qui doit prendre en compte le remboursement de nos dettes,
et qui va aussi prendre en compte les investissements. Ça, c'est clair là-dessus. Ensuite, il faut que ce budget soit ambitieux et que ce budget soit réaliste. Vous avez cité un nombre de projets, de chantiers, qui sont des chantiers en cours que nous devons absolument réaliser pour 2019. Parmi ces chantiers, tout le monde a demandé la décentralisation et on est en train de mettre un coup d'accélérateur sur la décentralisation. Il y a des problèmes d'énergie. Ce budget prend en compte l'implémentation, vous avez parlé du Nartigal, tout ça. On veut aujourd'hui que le Cameroun soit à un niveau énergétique qui permette à nos entreprises de fonctionner. Il y a la canne, là on ne peut pas discuter. Il faut que la canne, nous tous nous voulons notre canne, et il faut qu'on mette de l'argent pour que ces chantiers soient achevés. Et je suis aussi d'accord avec les panélistes ici, je suis camerounais, que effectivement il faut que ce budget, il faut que les ressources soient bien utilisées. Il faut que les emplois soient justifiés et qu'il faut que les ressources soient vraiment bien utilisées. On est d'accord là-dessus. Donc à partir de ce moment, je dis, qu'on le veut ou non, et mon panéliste de droite l'a dit, un budget, tout budget doit être ambitieux. Hein, lorsque je suis chef d'entreprise, chaque année, je dois mettre à jour mon budget. Et je dis, si j'ai de l'ambition pour mon entreprise, mon budget doit être ambitieux, mais réaliste. Hein, on ne doit pas... Et je pense, effectivement, au vu des dépenses que nous sommes en train, au vu des chantiers que nous sommes en train de voir implémenter, à mon niveau, en ce qui me concerne, ce budget est réaliste. Bon, maintenant, on peut discuter. C'est vrai, lorsqu'on prend maintenant la loi des finances, on voit tout à l'heure, on a parlé du matraquage du peuple. Nous pouvons essayer de décrypter pour voir. Et je pense que là aussi, il y a une lacune au niveau de la communication gouvernementale. Je pense que le ministre des Finances vraiment gagnerait à venir sur un plateau et à expliquer lui-même aux Camerounais la vision économique qu'il voit de ce budget. Parce qu'en allant expliquer ça directement à l'Assemblée nationale, le peuple ne comprend toujours pas ce qui se passe et parfois sur les plateaux, nous sommes amenés à dire du n'importe quoi, alors que certaines mesures peuvent être justifiées au vu de notre contexte, au vu du contexte. On parlera de ces mesures, mais je voudrais peut-être vous relancer sur cette question. Comment on améliore la gouvernance au Cameroun? Ben, vous savez, il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place par le gouvernement pour pouvoir améliorer cette gouvernance. Et je pense que la première des choses, c'est d'abord personnel. Vous comprenez? C'est-à-dire on aura beau prendre des mesures. Il y a des gens qui sont prêts d'aller en prison. Hein, ils disent, ok, je vole et je vais en prison. Ou je vais m'enrichir pour mourir un peu tôt. Ils s'en foutent. Il y a des gens qui s'en foutent. Donc il y a d'abord vraiment un examen de conscience personnelle. C'est chaque Camerounais qui doit se dire, il faut que je travaille pour mon pays. Il faut que je donne. Et je dis, ça commence par là. On aura beau prendre des mesures, la CONAC, tout ça. Tous les jours, on voit des choses qui se passent. Donc, une fois de plus, nous n'allons pas demander de prendre des mesures radicales. Je pense que le gouvernement a fait sa part. Il faut maintenant que tous ceux qui sont responsables à leur niveau, que chacun responsable à sa place, prenne ses responsabilités et œuvre vraiment pour que le Cameroun aille de l'avant et non plutôt chercher un intérêt personnel. Docteur Idimo, l'un des corollaires de cette augmentation, et Belay, j'allais dire, l'un des corollaires finalement de cette prévision en hausse du budget 2019, sont les recettes fiscales qui vont connaître une progression de 187 milliards de francs CFA. Rappelons qu'un budget, ce sont des prévisions, hein, pour ceux qui ne comprennent pas cela. Et donc, on attend au cours de l'année 2019 2899,5 milliards de francs CFA de recettes fiscales. Vous aviez tout à l'heure parlé du petit consommateur. Certains annonçaient une forte pression fiscale. Faut-il en être véritablement inquiet? Est-ce que le coût de la vie va changer? Vous savez, les panélistes ont relativement raison en disant qu'il va falloir peut-être regarder. Il ne faut peut-être pas forcément tirer à boulet rouge sur le gouvernement qui veut certainement améliorer l'assiette fiscale. Je pense que c'est un juste titre. Et derrière d'ailleurs, le Cameroun a des chiffres qui, à mon avis, ne sont pas très éloquents. Parce que le Cameroun est autour de 12% de pression de PIB sur la pression fiscale, ainsi de suite. On n'est qu'à 12%. Or, la Banque mondiale et autres disent que pour qu'un pays soit bien organisé, c'est de 15 à 20%. Mais vous savez, nous sommes encore en dessous. Vous êtes revenu sur la dette intérieure. La deuxième chose, c'est quoi? Augmenter les impôts, c'est une chose. Payer les factures des entreprises, c'en est une autre. Comment on gère cette réalité-là?
c'est simple. Tu collectes au mieux et tu dépenses au mieux. Tu collectes au mieux et tu dépenses au mieux. Tu ne collectes pas au mieux et tu fais ce que tu fais et tu fais n'importe quoi. C'est ça la clé du problème. Et c'est peut-être là aussi la clé. Autre chose, c'est quoi? C'est qu'en fait, quelque part, il y a lieu de revenir sur certains fondamentaux. Parce que quelque part, le budget du Cameroun tel qu'il est édifié est assis sur la pression fiscale se fait sur un très petit nombre de gens. En l'occurrence, le dernier consommateur et notre budget a un gros problème. Il a tendance à sauter l'impôt direct, qui pourtant serait, normalement, devrait rapporter énormément d'argent. Mais il n'en rapporte pas parce que tout simplement, aussi bien les opérateurs économiques camerounais que les entreprises étrangères par l'optimisation fiscale ne payent pas. Et c'est peut-être là la clé du problème, quelque part. Les réalisations à l'heure actuelle de notre gouvernement ne sont pas très éloquentes par rapport aux recettes. Je crois qu'ils veulent en faire plus. Mais seulement, je me permets, à juste titre, de critiquer un peu l'orientation. Parce que je me pose un peu quelques questions. Pourquoi a-t-on tendance toujours à aller plutôt frapper le plus petit alors que les plus grands échappent à cette logique? Et peut-être c'est là le bon... Mais expliquez, quand vous le dites... Je vais bien expliquer, je vous explique. Prenez un point... Je vous explique. Lorsque vous le dites toujours... Je vous explique clairement. N'affrontons pas... Très bien. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher une paix sociale. Essayez toujours de faire... Voilà. De mettre dans la balance ou d'opposer des Camerounais entre catégories. Je pense que notre rôle aujourd'hui, vraiment, c'est de faire un devoir de pédagogie et de dire ce qui se passe, de dire ce qui devrait être fait, et non plutôt inciter ce devoir pédagogique. Le Camerounais à voir son frère qui m'a donné une voiture d'un mauvais oeil. Non. Non, vraiment. Le devoir pédagogique est simple. Regardez, je suis là devant vous. Cette télévision est venue me voir dans mes bureaux et j'étais en train de travailler par rapport à un programme national. Je travaillais sur un programme national. C'est un projet qui s'appelle plus ou moins le projet PAMOKA. C'est un exemple simple. J'ai travaillé dessus, il est venu dans mes bureaux et il a plus ou moins filmé. Et par rapport à ce projet, le Cameroun a emprunté 1,8 milliard de francs à la Banque africaine de développement. S'il vous plaît, le petit contribuable doit rembourser. C'est une entreprise marocaine qui a gagné le marché. Je vais aller plus loin. Tous les experts camerounais n'ont pas été payés. Le personnel que je gérais n'avait pas de sécurité sociale et était payé au lance-pierre. Les 1,8 milliard de francs vont être reversés à l'entreprise marocaine qui plus est, a une banque logée au Maroc. L'argent va y aller et au bout de l'ensemble, il n'y aura aucune TVA au Cameroun et derrière, l'État va s'endetter. Laissez-moi terminer. L'État va s'endetter de 1,8 milliard de francs et plus tard, on va dire aux gens, payez. Parce que quand vous le vouliez ou pas, on va payer. En fait, non, laissez-moi terminer. Pour aller plus loin, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il ne faut peut-être pas, comme il le dit si bien... Non, laissez-moi faire une petite intervention, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Vous pouvez me laisser terminer? Vous allez continuer. Allez-y. Nous sommes des pédagogues, docteur Ebele. Oui. Nous, on est des pédagogues. Oui. Nous sommes des enseignants. Oui. Il faut que les gens comprennent bien ce que Vous croyez qu'ils ne comprennent pas? Écoutez-moi, que les gens comprennent bien ce que vous êtes en train de dire. Oui. Je vous pose une question simple. Oui. La dette intérieure, Oui. aujourd'hui, Oui. concerne qui? Je vais répondre. C'est des sociétés, Oui. c'est des personnes, c'est des chefs d'entreprise. Oui. Vous comprenez? Vous voyez que lorsque vous prenez votre propre problème, vous qui avez une entreprise qui avait fait des travaux et vous qui n'avez pas été payé, vous êtes aussi touché au même titre que... Donc, tout le monde Vous savez pourquoi? Donc, j'ai dit une fois, tout le monde est touché par notre problème. Je suis chef d'entreprise, j'ai des factures qui sont impayées. Vous savez pourquoi? Je ne peux pas parce que ce n'est pas payé. Comprenez, je dis, évitons une fois de plus, disons ce qui se passe. Cette crise touche tout le monde, toutes les couches, que ce soit de ceux qui sont dans le quartier et à nous qui sommes les citoyens moyens, et même pour certains, il y a peut-être
une poignée de gens qui peut-être est à l'abri de certaines choses, mais c'est un abri qui est vraiment temporaire, c'est pas un abri qui est permanent. Et voilà, donc je dis évitons toujours lorsque nous venons. Vous allez me laisser continuer? Vous allez continuer, docteur. Laissez-moi, je termine. Allez-y, ça touche tout le monde, ça ne touche pas que le bac. Je recommence. Ça va toucher tout le monde. Cette crise ne touche pas tout le monde. Je bois la bière, les deux, Non, non, je ne vais pas accepter que vous dites que ça touche tout le monde. Ça ne touche pas tout le monde. Cet argent profite. Cet argent profite à une... Je vous en prie. Vous pouvez me laisser continuer? Je peux continuer là? Docteur Salmon Ebele, Je peux continuer? Poursuivez donc. Voilà, mais ne m'interrompez plus. Allez-y. Je répète, cela ne profite pas à tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Ça profite à une petite poignée d'individus. Laissez-moi continuer. À une petite poignée d'individus qui sont qui plus est sous le couvert d'un gouvernement. Pourquoi vous cherchez... C'est quelle proportion, monsieur Ebele? Comment? C'est quelle proportion, par exemple, cette poignée de personnes qui profitent, à qui cette situation profite? Vous savez. C'est combien? Comprenez, parlons vraiment clair. On est là pour dire, ça touche à peu près quel pourcentage de la population? Il est très facile. Arrêtons, je dis vraiment, ça dit, soyons positifs. Ça touche, ça touche quelle proportion de la cette poignée de personnes représente combien? C'est vous qui avez la représente combien? Je reprends peut-être la main alors, pour que vous dites en un mot rapidement, docteur Ebele, parce que... non, moi je vais couper, je coupe les choses en quatre. Ok? Vous savez, il est très facile de biaiser les choses lorsqu'on est membre plus ou moins d'un parti au pouvoir et de ne pas chercher à dire... Non, ne le dites pas. Ne pas chercher à dire qui est le responsable. Et parfois, quand tu ne le dis pas, c'est très gênant. Parce que les responsables sont les tenants du pouvoir. Et qui plus est, c'est les tenants du pouvoir à qui ça profite, c'est tout. Monsieur Ebele, vous n'avez pas compris ma question. Vous avez bien évidemment, cette prévision du budget alors, il veut que je lui donne les chiffres. comprendre Que effectivement j'invente que quelque chose. l'élargissement de l'assiette fiscale sera certainement l'une des priorités. Peut-être la fameuse taxe d'assises qui devrait impacter sur le prix de la friperie et autres produits gazeux peut s'expliquer par cela. Mais est-ce qu'on avait véritablement le choix au regard, par exemple, des cours du pétrole qui sont incertains sur le marché international? Pouvait-on faire mieux pour faire entrer les recettes dans les caisses du Trésor? Il faut déjà maîtriser la dépense. Or, généralement, la dépense, elle est très très mal faite, elle est très mal orientée. Dès que nous avons parlé de ça, il faut aussi dire que au niveau de la pression fiscale, je crois qu'on peut élargir l'assiette, mais l'élargissement de l'assiette ne doit pas se faire dans une seule direction. Il y a d'autres niches, il y a d'autres possibilités de recouvrement en élargissant l'assiette. Et moi, je veux qu'on élargisse l'assiette au plus fort. Par exemple, il y a des États qui ont des impôts sur la fortune. Nous, on n'a pas des impôts sur la fortune. Il y a des gens qui ont gardé beaucoup d'argent et qui passent dans les mailles des impôts. Et finalement, comme le docteur le disait, on se retrouve toujours à venir récupérer les taxes indirectes, parce que comme c'est indolore, mais sauf que ça a un impact extrêmement fort et ça a un coût social extrêmement dangereux. C'est pour ça que j'aime bien quand mon grand frère, le docteur, veut prendre, il demande dans quelle proportion ça touche. Non. C'est un travail de pédagogie. Je pense qu'il a bien compris ce que je voulais lui dire. Moi, ce qui est bien, c'est que vous évoquez toujours la pédagogie. Oui. Quand vous voulez apaiser, mais la pédagogie voudrait que même par courtoisie, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui sont en train de trinquer. Prenons cette loi de finances, par exemple. Je ne sais pas moi qui oriente le débat, on va peut-être y revenir. Juste quelques mots. On va évoluer avec le débat. Juste quelques mots, s'il vous plaît. Non, vous allez pouvoir revenir et réagir. On parle actuellement du budget 2019. Hein. C'est le budget 2019 et également le modifier. Je voudrais justement, Jean-Baptiste, qu'on en parle de ce budget 2019, et quand on se questionne notamment sur le niveau de la dette, faut-il être inquiet? On sait que le Cameroun est loin des 70% du PIB fixé par la CEMAC, mais est-ce que le rythme d'endettement ne devrait pas être préoccupant? On devrait se préoccuper de savoir si la dette est juste, si elle est bien utilisée, au-delà même des indicateurs CEMAC, FMI, etc. Parce que quand vous êtes endetté,
vous-même, vous savez si vous pouvez rembourser ou pas. Le plus important dans la dette, c'est de savoir est-ce que c'est une dette juste, que j'ai emprunté ça pour de vrais besoins, est-ce que je l'ai bien utilisé et est-ce que je suis capable de rembourser. Vous pouvez être endetté même au-delà de votre salaire, de votre revenu annuel, mais sachant que j'ai une machine productive et des garanties qui font que je vais rembourser inéluctablement. Parce que lorsqu'on pose le problème de la dette en utilisant les indicateurs que les organismes financiers internationaux ou bien la CEMAC, qui est une organisation un peu bidon, entre guillemets, veulent donner comme indicateur, on n'est pas du tout... Quand on parle de dette, il faudrait qu'on puisse dire nous avons emprunté tant pour tel besoin, ce besoin-là a effectivement été réalisé et voilà le produit de cette réalisation-là a donné ceci. Nous remettons la partie du capital de la dette, le principal, et puis les intérêts, nous les partageons à ceux qui ont intérêt, et notamment les consommateurs locaux, parce qu'il y a plein d'argent que l'on doit aux anciens employés de ceci, aux planteurs de cela, aux PME à gauche et à droite, et dans une certaine mesure à certaines entreprises plus importantes qui n'est pas remboursé. Donc lorsque l'on pose le problème de la dette, une fois de plus, il faut revenir aux fondamentaux. Quand on dit est-ce que le Cameroun est très endetté, nous on ne pense pas qu'il faut poser le problème comme ça, on pense qu'il faut le poser. Est-ce que le Cameroun est justement endetté? Est-ce que tout ce que nous remboursons a été justement endetté? Parce que d'un certain point de vue, il y a une partie des dettes que nous remboursons qui ne doivent pas être remboursées. Les dettes qui sont notamment venues d'une partie de nos relations internationales qui sont imposées. Parce que quand un organisme FMI ou Banque mondiale prête de l'argent pour aller faire des programmes qui sont contre les intérêts du Cameroun et qui sont mal utilisés. C'est nous qui sommes allés au FMI. Hein. C'est pas nous, c'est le gouvernement. Parce que quand vous dites nous, c'est comme le gouvernement représente le gouvernement représente d'abord lui-même. Et c'est pour ça que nous sommes dans l'opposition. Parce que lorsque le problème de la dette se pose, nous posons immédiatement le problème de l'audit de cette dette. Parce que pour qu'une dette soit remboursée, il faut qu'elle soit juste. Si elle n'est pas juste, elle ne doit pas être remboursée. Dans la situation actuelle du Cameroun, on peut considérer que beaucoup de ce que... Vous avez l'impression que cette dette n'est pas... devrait être inquiétant à votre avis? Je ne rappelle qu'il y a un service national de la dette oui, qui existe au Cameroun. Oui, on voit bien la Caisse autonome d'amortissement fait régulièrement des bulletins pour indiquer ce qu'on a emprunté, etc. Mais je dis, pour que la dette, pour que le problème de la dette soit bien envisagé, il faut qu'il soit envisagé sur l'angle de la justice. Parce que tout l'argent que le gouvernement prend, par exemple, pour la CAN, il faut être qu'on soit sûr que les dépenses qui sont faites pour construire un stade sont faites au mieux de nous, de la situation du marché. Parce que si on achète des choses, on surfacture, pourquoi est-ce qu'on viendra nous demander de rembourser? Puisque ce sont ces mêmes bénéficiaires des effets pervers de la dette qui vont être, comme M. Ebele le disait tout à l'heure, des grosses fortunes qui vont aller poser de l'argent que l'État viendra emprunter à nouveau et enrichir une catégorie de la population de manière injuste. Donc, c'est dans une fois encore, nous essayons de poser les problèmes de manière fondamentale. Pourquoi empruntons-nous? Sommes-nous dans la nécessité d'emprunter? Utilisons-nous justement, correctement, l'argent que nous empruntons, de manière à ce que le remboursement ne puisse pas poser problème. Donc ne nous arrêtons pas sur les chiffres, sur les indicateurs. Je peux vous aider? Je vous en prie. Je peux apporter une... Allez-y, allez-y. S'il vous plaît. Par rapport à ce qu'il était en train de dire, ce qu'il dit est fondamental, je le rejoins parfaitement, mais il y a lieu aussi d'analyser quelque chose. En réalité, le poids de la dette se mesure à la gestion de la trésorerie. C'est-à-dire que quand je prends de l'argent, il faudrait que je sache à quel moment je vais rembourser. En d'autres termes, si à très courte échéance, je dois rembourser trop d'argent, alors je suis obligé de faire une terrible pression sur mon peuple afin que je puisse rembourser. Et c'est peut-être là un peu le gros du problème du Cameroun. C'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Certes, il a raison par rapport à l'usage de cet argent, mais c'est trivial, c'est un peu comme une entreprise. Lorsque le service de la dette n'est jamais véritablement en trop.
D'ailleurs, les standards du Cameroun sont encore en dessous, plus ou moins de la norme. Mais le gros problème au Cameroun, c'est, l'accélération de la dette sur les 5 dernières années. C'est en train de prendre une proportion alarmante. Ça va trop vite. Très peu d'États ont cru leur dette aussi rapidement en très peu de temps. Le deuxième problème du Cameroun, c'est l'importance de la dette intérieure. Et c'est par rapport à ça que ce gros problème se pose. Et le troisième problème, c'est l'accumulation du service de la dette à très courte échéance. Ce qui fait en sorte que, brusquement, étant donné que nous devons rembourser en une année autour de 1000 quelque chose de milliards de francs, et que au niveau de la fiscalité, c'est-à-dire au niveau des recettes, la recette la plus sûre que nous avons, c'est la TVA, c'est-à-dire un impôt indirect. Maintenant, il va falloir faire un énorme effort sur les impôts directs. Et les impôts directs sont le fait, n'en déplaise à ce qu'ils pensent, de quelques individus. Docteur Roger Nditua, le niveau de la dette au Cameroun, on en parle. Est-ce que ce ne sera finalement pas, la face cachée du budget 2019 qui est en cours d'examen? Vraiment, comme m'a dit Jean-Baptiste tout à l'heure, je vous dis, je suis chef d'entreprise et la dette ne doit pas faire peur à un entrepreneur. C'est clair. La dette ne doit pas faire peur à un entrepreneur. Donc la dette ne doit pas, faire peur au Cameroun. Effectivement, cette dette, quand nous la prenons, c'est pour quel objectif? C'est ça le plus important. Donc moi aujourd'hui, en ce qui concerne la dette intérieure, mon souhait est que tous les entrepreneurs camerounais aujourd'hui qui demandent de l'argent à l'État, qu'on leur permette de relancer leur activité. Vraiment qu'on mette ça comme priorité, parce que qu'on le veut ou non, ce sont les PME qui vont faire vivre, qui vont animer, et qui doivent animer l'économie d'autres pays. Vraiment, il faut que la priorité soit mise sur les 1000 milliards qu'on nous provisionne ou qu'on projette pour le paiement. Il faut que la dette intérieure soit solutionnée le plus rapidement possible. En ce moment, je pense que ça va donner une bouffée d'oxygène à tous ces entrepreneurs. Effectivement, c'est là où je parlais tout à l'heure, parce que vous ne voyez pas des cas d'entrepreneurs qui ont eu de l'argent, qui ont mis de l'argent dans leur société, mais qui aujourd'hui se mettent la corde au cou parce qu'ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus de ressources. Et c'est pour ça que je dis vraiment, faisons très très attention lorsque nous sommes sur un plateau de télévision et que nous nous adressons aux Camerounais. Soyons justes. J'ai dit tout à l'heure que la gabegie existe, j'ai dit qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, mais il y a aussi beaucoup de choses qui fonctionnent. Ne venons pas toujours voir le mal en ce que le gouvernement fait. Et c'est cela la différence entre nous. Je suis chef d'entreprise et je dis, j'ai aussi le droit de bénéficier de ces impôts dont vous parlez. Ne pensez pas qu'une hausse de l'impôt sur la société, ça ne me rend pas service. Mais je me dois de voir si c'est juste. Si c'est juste, il y a un effort. C'est les Camerounais qui doivent construire leur pays. Et si on va leur demander une contribution, ils doivent contribuer, mais cette contribution doit être bien répartie pour que celui qui a peu donne aussi peu, mais même le peu qu'il donne, si on voit ça en proportion de ce qu'il a, ça sera toujours énorme. Mais tous les Camerounais, mettons d'abord en tête que tous les Camerounais doivent contribuer au développement économique de leur pays. Maintenant, comment ça se fait? Ça peut être discutable. On peut discuter, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait? Et j'aimerais qu'au sortir de cette émission, sur quelques points qui font un peu litige dans notre loi des finances, qu'on en parle pour que le Camerounais qui nous regarde comprenne bien qu'est-ce qui se passe dans cette loi de finances. Nous ne venons pas uniquement sortir ce qui est noir dans cette loi, il faut aussi sortir ce qui est bien et qui peut faire en sorte que notre pays effectivement émerge. Parce que l'émergence de ce pays va être bénéfique pour tout le monde. Docteur Salmon Ebele, nous parlons du budget 2019 de l'État du Cameroun. J'espère qu'on va modifier 2018 pour parler de celui de 2019, parce que c'est ce budget qui est en effet examiné par les parlementaires. On a une projection de prévision pour la croissance de 2019 de 4%. Et c'est finalement des prévisions qui s'adossent sur des hypothèses d'augmentation du prix du pétrole, élargissement de l'assiette fiscale. Est-ce que finalement ce budget ne reflète pas le manque de diversification réelle de l'économie du Cameroun? Incontestablement. Et en réalité, à ce titre-là, il y a lieu, à certains égards, de ne pas forcément chercher la responsabilité du gouvernement. Parce que quelque part, par moment, la responsabilité est aussi commune. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
en réalité, le problème, depuis quelque temps, le Cameroun est confronté à un gros problème de compétitivité. Ce qui fait en sorte que, en réalité, nous passons notre temps à relativement tout importer et sans véritablement dégager de la valeur ajoutée. Et faute de valeur ajoutée, que vous vouliez ou pas, il n'y a pas d'impôt direct parce que dès l'instant où nos bénéfices sont trop faibles, on ne va pas reverser grand-chose, plus ou moins, au gouvernement. Et à ce niveau-là, il y a lieu de se poser des questions. Vous voyez, pour être simple, prenez simplement l'eau que les Camerounais boivent. Si on prend l'eau que nous buvons tous, en partie, je vous dirais aux Camerounais, cette eau en partie importée. Pourquoi cette eau importée? Parce que vous le vouliez ou pas, il y a dedans, il faut clarifier l'eau avec les aluminates qui sont importés. Il faut du chlore qui est importé. Et le gros du problème, c'est quoi? C'est que nous voulions ou pas, une partie finalement de notre richesse est exportée et ce gouvernement, ce n'est pas son boulot de venir produire. Il revient au privé de produire. Mais sa responsabilité, c'est de mettre déjà en place un cadre propice plus ou moins à la production. Et à ce niveau, effectivement, il y a un problème. Toutefois, quelque part, on a tendance à accuser les États de l'Afrique centrale d'être des États qui, en réalité, ont du mal à prélever l'impôt. Tout simplement parce qu'on a un gros problème. Nous sommes riches. On a du pétrole. Et notre pétrole a un gros problème. C'est qu'en fait, c'est un pétrole qui ne paye pas la TVA. L'argent nous vient, nous exportons, et l'argent nous vient brusquement. Ce qui fait en sorte que, quelque part, nous avons un gros problème par rapport aux pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu une dernière réunion le 8 octobre dernier en France, où on a essayé d'appeler un ensemble d'États pour leur dire, ben, écoutez, il va falloir faire un effort. Il va falloir faire un effort par rapport à vos assiettes fiscaux. Et à ce titre-là, je répète, je reviens dessus, l'une des directives fondamentales qui a été donnée aux États, c'est leur dire, ben, écoutez, tous les États du monde prélèvent l'impôt par la TVA. Soit, chez vous, c'est relativement bien fait. Il reste un deuxième facteur pilier qui se trouve être partout, mais qui n'existe pas chez vous. C'est l'immobilier, c'est-à-dire la taxe foncière. Dans beaucoup de pays, c'est la deuxième recette, plus ou moins, de l'État. J'en parlais tout à l'heure, ce sont dans des pistes pour lesquelles l'État... Alors, l'hypothèse de cette taxe foncière qui sera certainement adossée sur les factures d'électricité vous paraît cohérent? Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vous explique. Le problème, le voici, c'est que la deuxième, voire troisième recette de l'État, c'est celle-là. Pas forcément. Mais elle est dans plusieurs pays, s'il vous plaît. Non, dans plusieurs pays, dans plusieurs non, pays, je vous donnerai dans le nom des pays. Non, qu'est-ce qui se passe concrètement? Le montant prélevé aujourd'hui sont relativement insignifiants. Or, cette taxe a une particularité. Elle s'oriente tout de suite vers, entre guillemets, les plus riches. Parce que ceux qui ont l'immobilier ont des moyens et ne sont pas comme le petit colporteur, c'est-à-dire le petit consommateur qu'on va frapper aujourd'hui par rapport à sa friperie. Parce que celui-là a des moyens. Ça veut dire qu'on peut... Vous pouvez me laisser continuer jusqu'à la fin? Après, vous allez parler, je vais vous taire. Non, vraiment, c'est un débat. Je vais me taire quand vous allez parler. Vous pouvez vous taire et ensuite vous allez me contredire, c'est pas un problème. Non, soyons courtois. Vous allez me contredire. Vous en avez le droit. On va rester courtois. Vous développez rapidement. Je vous donne le droit de dire des choses qui n'ont rien à voir avec notre débat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous dites des choses qui n'ont rien à voir avec le thème d'aujourd'hui. Le débat est clair. Non, s'il vous plaît, la question la voici. Qu'est-ce que l'État peut faire pour améliorer l'assiette fiscale? J'ai donné des pistes. Et c'est cette piste-là, entre autres, que je donne. Et je vais aller plus loin. La deuxième, je dis bien que notre problème, c'est la récolte de l'impôt direct. Et par rapport à ça, je vous en conjure, il est chef d'entreprise comme moi, nous sommes très nombreux à ne pas payer. Non, ne dites pas ça. Si vous ne payez pas beaucoup, payez. On va largement avancer dans ce débat. Quel est, à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter finalement pour qu'on ait un budget qui s'exécute dans les normes? On a évoqué quelques priorités du budget,
différents membres du gouvernement sont en train de défendre leurs enveloppes budgétaires. Est-ce que dans le registre de la diversification de l'économie, pour qu'on ait justement des produits finis commercialisés sur le marché international pour permettre des entrées de devises, le Cameroun devrait-il mettre un accent sur l'industrialisation? On sait qu'un plan directeur existe. Est-ce qu'en 2019, il faut accélérer cela? Évidemment, il faut accélérer, il faut mettre un cadre hyper incitatif pour que les entreprises puissent s'épanouir et surtout que le secteur parce que le secteur des services qui est aujourd'hui le secteur qui est le plus florissant, on devrait plutôt passer au secteur, à l'industrialisation pour avoir une production interne qui nous permette au moins d'avoir une balance de paiement qui soit raisonnable. Donc, cette piste-là, l'État doit absolument mettre un accent sur l'industrialisation. Bon, vous dites qu'il y a un plan directeur d'industrialisation, mais bon, au rythme où vont les choses, nous importons tout. Nous importons jusqu'au cure-dent. Et ça pose des problèmes à l'industrie, alors que nous sommes dans la forêt équatoriale et le bois, nous l'avons à portée de main. Comment est-ce qu'on fait pour importer les cure-dents? Donc il faut des mesures vraiment incitatives. Je n'ai pas pris acte, je ne sais pas ce qui est écrit dans le document, mais je crois tout simplement que l'État doit prendre le taureau par les cornes pour mettre un cadre hyper incitatif qui permette au Cameroun de s'industrialiser. Jean-Baptiste, comment améliorer la qualité de la dépense publique, réduire le train de vie de l'État, booster le niveau du budget d'investissement public pour permettre que finalement les Camerounais ressentent qu'effectivement ce budget qui est régulièrement voté à l'Assemblée nationale au mois de novembre est un budget qui est davantage axé sur l'amélioration des conditions de vie des populations? La réponse est dans la question. Si vous voulez que les Camerounais centrent le budget à leur service, vous changez de politique, messieurs du RDPC. Lorsque on regarde l'économie camerounaise, elle a une forme d'entonnoir. Tout va vers la côte, notamment vers le port de Douala. Donc, c'est une économie pratiquement de traite où l'essentiel de ce qui est produit s'en va à l'étranger pour être transformé, revenir sous forme de produits finis ou de services que nous consommons à des prix exorbitants. Donc, si on veut que le budget de l'État soit mieux exécuté au service des citoyens, il faut d'abord que la politique économique de l'État soit tournée vers les intérêts locaux. On prendra chaque produit camerounais, en commençant par, je veux dire que monsieur le Premier ministre annonce 3000, je ne sais pas très bien, quelques milliards de recettes pétrolières. Donc, il faudrait que notre industrie pétrolière soit plus développée, que la raffinerie de Limbe ne serve pas à raffiner du pétrole étranger, que les dérivés de notre pétrole puissent être utilisés par les PME locales pour fabriquer de la matière plastique dans la cosmétique, dans les travaux publics. Tout le monde sait que le bitume vient aussi du pétrole, enfin pour la partie qui peut être utilisée. Donc il faudrait pour chaque produit de notre économie définir une politique endogène tournée vers les besoins locaux, camerounais et régionaux africains. Parce que c'est uniquement comme ça que nous pouvons nous en sortir. Le schéma actuel est tel que le budget n'est pas un instrument au service des populations, c'est un instrument au service de l'entretien du train de vie de l'État qui lui est au service d'une économie extravertie. C'est pour ça que le budget ne peut pas être exécuté différemment de la manière dont il est exécuté là. C'est l'objectif du manager du budget camerounais. Ce n'est pas de réaliser quelque chose qui va servir le pays. Non, mais c'est d'exécuter le budget tel qu'il a été conçu. Donc, y compris avec les habitudes de prédation. Donc, quand on a un objectif de construction d'un pays, de construction d'une économie nationale, on n'a pas ce type de budget et on n'a pas les manières de faire que
que l'on a, parce que monsieur disait tout à l'heure qu'on a encore un gros problème de gouvernance. Mais, et il appelait le bon cœur. Pas le bon cœur, la responsabilité. La responsabilité des Camerounais. Mais si vous dites que le bon cœur, c'est plus grave encore. Donc ce n'est pas le fait du gouvernement, c'est le fait des hommes. C'est le fait du gouvernement, monsieur. Parce que si déjà intrinsèquement tu fais c'est le bon cœur qui va faire que vous changez, c'est très grave encore. Monsieur, dis-toi. C'est très grave encore. Monsieur, dis-toi. Allez-y. En matière de gouvernance, c'est les pouvoirs publics qui fixent le cap. Et vous ne pouvez pas interpeller les individus. On peut interpeller le patriotisme des Camerounais pour changer. C'est chaque individu qui change. Non, c'est pas chaque individu. On ne fait pas, quand vous êtes... Moi, je suis employé dans une entreprise publique, je fais pas ce que je veux. La peur du gendarme est le commandement de la sagesse. Lui, non, c'est les pouvoirs publics. Et le gendarme, c'est le pouvoir public. Et se donne les moyens pour exécuter, pour que cette ligne-là soit respectée. Vous ne pouvez pas dire que c'est chacun qui doit faire un effort pour que le budget non, pas le budget, on appelle la gouvernance, on parle encore du détournement et tout ça. Oui, c'est ce que la gouvernance, le budget, c'est un élément. Quand on dit c'est le fait des hommes, on peut avoir l'impression que c'est parce que les Camerounais le veulent. Oui, c'est parce que quelqu'un veut voler qu'il vole. Non, c'est parce que le système lui permettait. On n'a jamais dit quelque part voler l'argent de l'État. Je vais vous expliquer si vous permettez. Si vous permettez. Et ça, c'est le genre de discours. Oui, je termine si M. Titois permet. Oui. Quand un individu vole, il doit être systématiquement sanctionné. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez un système qui sanctionne de manière discriminatoire, quand la sanction... le fait des hommes. Non, attendez. Parce que tous les tests sont là. Mais ceux qui ne veulent pas appliquer les tests, ce sont ces hommes qui protègent. Ceux qui ne veulent pas appliquer les tests. Tous les tests sont là. Permettez-moi. Pour éviter la malgouvernance. On ne peut pas discuter comme ça. Mais bon. On ne peut pas discuter je vais rapidement, je vais évacuer quelques SMS. Ceux qui sont chargés de faire la sanction discriminent. Et ce ne sont pas tous les hommes. C'est-à-dire que vous pouvez, dans un bureau, vous vous rendez compte que vous avez bien fait votre travail, vous avez évité de voler. Et que les deux autres qui sont là ont volé et qu'on ne les a pas sanctionnés. Mais pourquoi est-ce que l'année prochaine, celui-là ne sera pas tenté de voler? C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas dire que les gens ne doivent pas voler parce que la règle ne veut pas. Non. Les gens ne doivent pas voler parce que ceux qui sont au pouvoir, qui détiennent les commandes de l'État, vont utiliser les moyens de l'État pour les frapper sévèrement. Or, quand vous frappez suivant votre bon vouloir, le système fait en sorte que les gens volent. Ce n'est pas le bon cœur, comme on disait tout à l'heure. Ce n'est pas l'interpellation personnelle qui va faire changer les choses. Je vais évacuer quelques SMS avec votre permission, s'il vous plaît. Je vais donc rapidement évacuer quelques réactions de téléspectateurs. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de diversifier la TVA aujourd'hui au Cameroun, par exemple, imposer un taux plus élevé de la TVA sur les objets de luxe et les importations? C'est une question, peut-être vous allez pouvoir y répondre. Bonjour, c'est Martial de Mingon. Je pense que la dette est bien, cependant, est-ce que l'argent prêté est justement utilisé? Nous voyons nos maires qui s'achètent de gros véhicules avec des villas au bout d'un petit mandat de 5 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, docteur Ndichwa. La valeur ajoutée passe par l'industrialisation agricole. Il faut produire de la farine de manioc, améliorer la qualité de nos produits afin de promouvoir le Made in Cameroun. C'est Gabriel Eco qui nous a écrit ce message. À la prière de laisser le docteur Ebele s'exprimer librement, s'il vous plaît. Dire au docteur Ndichwa de se calmer. Voilà, bon, il y a quelques réactions comme ça qu'on prend rapidement. Docteur Ndichwa, on va sortir avec vous. L'année 2019 est une année hautement stratégique. Hein. Le Cameroun fait face à des chocs sécuritaires, c'est une évidence. Il va falloir pacifier 2 régions du Cameroun importantes puisque le pays souhaite s'engager dans le train véritablement d'une accélération de la décentralisation. On annonce les conseils de région, il y a des élections locaux qui sont attendues, législatives et municipales, mais il y a également la véritable production agricole que le président souhaite avoir avec une agriculture de 2e génération. Comment on fait pour que ce budget-là
reflète en réalité cette vision du président de la République? Avant de répondre à votre question, je voudrais vraiment revenir sur un point et questionner un peu mes copanélistes qui sont ici, qu'on explique un certain nombre de choses. Parce que je suis élu municipal et au quartier, je suis en contact permanent avec la population. Et effectivement, lorsqu'on a le principal commentaire qui se dégage de la loi des finances, la nouvelle loi des finances dans les quartiers, c'est beaucoup plus cette bière qu'on va augmenter de 200 francs. Une question est simple. Si nous voulons encourager l'industrie locale, est-ce que vous ne pensez pas, parce que le docteur Ebele parlait des pays, il y a des pays qui protègent leur économie. Est-ce que le fait, par exemple, ça va, les gens ne comprennent pas, est-ce que le fait, par exemple, d'augmenter le droit d'assise ou de baisser l'abattement des droits d'assise sur certains produits ne devrait pas plutôt faire en sorte qu'en interne, on essaie de développer pour nous? Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de protéger l'économie locale? Ça a un prix. Ça a un prix. Je prends un cas simple, ça, les gens ne comprennent pas, mais c'est une réalité. Nous sommes là-dedans. Lorsqu'on, par exemple, on met les droits d'assises sur les boissons gazeuses, c'est pour que effectivement nous diminuions l'importation de ces produits-là ici. C'est pas pour que les Camerounais, on ne veut pas que les Camerounais paient plus cher. On veut que ça se produise sur place pour que ça développe notre économie. Je rappelle que ça concerne aussi les véhicules d'occasion. La pneumatique, effectivement, ça va concerner beaucoup de choses. Mais parmi ces choses, il faut effectivement que c'est une façon aussi peut-être, sans le dire, de protéger. Il faut maintenant effectivement que dans le plan d'industrialisation, un peu qu'on remette en place vraiment la SNI, parce que la SNI était une société nationale d'investissement qui travaille sur les industries, qui mettait en place les industries, et ces industries, comme le gouvernement n'a pas vocation à gérer les entreprises, on les met en place parce que les Camerounais n'ont pas forcément les moyens de mettre ces entreprises, ces grosses entreprises structurantes en place. Si on va par exemple faire une entreprise de pneumatique, la SNI peut implémenter ça, après vendre ça aux nationaux. Vous comprenez? Après vendre ça aux nationaux. Donc il faut faire très très attention. C'est pour ça que je dis que vraiment faisons un travail de pédagogie. Lorsque je vais prendre par exemple la friperie, ça va faire mal, oui, tout le monde s'habille en friperie, moi, monsieur, mais est-ce que ça ne peut pas développer une économie locale de confection, des trucs? Parce que nos tailleurs, même maintenant, ne vivent. Nos tailleurs en interne, beaucoup ne vivent parce que la friperie est venue tuer leur activité. Donc essayons de peser le pour et le contre. Disons que c'est pas. Derrière cette augmentation, il y a une volonté protectionniste. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je parle à mon nom personnel. On est venu, je parle, je dis je suis chef d'entreprise, je ne suis pas venu, je ne suis pas mandaté par le RDPC, je suis venu parce que j'avais des choses à dire. Et quand vous m'invitez pour des choses normales, je viens et on en parle et je discute, je donne ma position qui est ma position profonde. Je dis faisons très très attention, les droits d'assises, malheureusement, on n'a pas une industrie qui devrait porter. On a des petites structures ici qui font dans les jus, l'État doit les encourager. En ce moment-là, on augmente la taxe, si on peut même doubler les droits d'assises sur les jus qui viennent de l'extérieur, qu'on les double, ceux des Camerounais qui vont les acheter, ça sera ceux qui ont les moyens, mais au moins en interne, il y a de quoi mettre des choses et peut-être même exporter ces choses. Et lorsqu'on parlait, aujourd'hui, il y a la mise aux normes des sociétés. Il y a des sociétés, actuellement, il y a des sociétés au niveau de l'UNIDI, on met les sociétés aux normes. On essaie de faire en sorte que les sociétés essaient d'améliorer la qualité de leurs produits pour pouvoir les exporter. Il y a tout ça qu'il faut travailler. Et je pense que sur cette base-là, on peut... Je peux réagir. Docteur Salmon, il y a un mot parce qu'on va malheureusement sortir de cette Juste un mot pour un peu trancher le débat de tout à l'heure. C'est au rôle de l'État de mettre en place les filières. Pas les entreprises, les filières. Et certains éléments de filières ne sont mis en place que par le gouvernement. Les filières, parce que, nous n'allons pas demander à un chef d'entreprise d'aller s'occuper de quelque chose qui ne regarde pas le produit de son entreprise, dans la mesure où, pourquoi ça ne regarde pas son entreprise? Parce que tout simplement, cela dépend de la filière. Un exemple simple, je me souviens très bien de l'intervention du monsieur qui a mis au point le poivre blanc, et il disait, j'ai dû conduire ma voiture, demander à ma femme de me payer mon carburant, parce que tout simplement, la caméra à l'époque, l'avion, c'était cassé le nez, et je ne pouvais plus exporter mes ananas.
la filière ananas s'était arrêtée parce que le camion ne fonctionnait pas. Ne demandez pas à cet homme d'aller acheter un avion de 20 milliards de francs. Il revient au gouvernement de mettre... Laissez-moi terminer. Il revient au gouvernement de mettre en place des filières. Prenez par exemple la filière avicole. Vous partez des œufs d'un jour. Vous partez des œufs d'un jour. Vous partez à l'aliment de bétail, plus ou moins. D'une certaine façon ou d'une autre, il vous partez à la protéine, végétale. Est-ce que les ne s'exportent pas à l'heure actuelle, alors que la CAMEC a qu'est-ce qu'il va falloir? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Non, vous dépassez décidément, docteur Lichwa et docteur Salmon, ils auront du mal à trouver des terrains. Et je dis quelque chose dans le même sens que lui, je ne veux pas comprendre. Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'il ne Il n'est pas logique. Il dit lui-même que l'augmentation peut servir à favoriser l'industrie locale. Moi je parle de filière et j'explique et il dit non. Vous dites non alors que je vais dans le même sens que vous. Bon, merci. C'est bizarre. Malheureusement, comme vous constatez, cette émission non, il veut dire non. Tire vers son terme c'est le plaisir de dire ce dimanche. Je voudrais vous remercier tous d'être venus ce dimanche. Je vais remercier Alain Tongo qui est venu donc et qui représente le Social Démocratique Front, le parti de la balance. Merci d'être venu ce dimanche. À proximité de vous, il y avait le docteur Salmon Ibele, visiblement encore courroucé. C'est aussi ça, le débat contradictoire, économiste de haut vol. Merci d'être venu ce dimanche. Je remercie également Jean-Baptiste Ketchantem qui représentait le Manidem ce dimanche. Et puis je voudrais remercier particulièrement le docteur Roger Nditua, qui est universitaire opérateur économique et évidemment il est le secrétaire général de la session RDPC Vouri 2. Merci d'être venu ce dimanche. Merci à vous de nous avoir accordé votre attention et 1000 fois pardon pour ce retard observé ce dimanche. À dimanche prochain. Bien le bonjour. Okay.